Bon, je dois vous dire que dans un premier temps, l'intitulé de la conférence qui était Comment faire une bonne école m'a laissé un peu perplexe parce que, évidemment, il n'existe pas de réponse standard. Si cette réponse standard existait, je pense que ça se saurait. Il y a derrière tout ça l'utopie d'une école qui serait également bonne pour tous, en dépit des innombrables différences culturelles, sociales et individuelles. Je me pose la question de savoir s'il ne faudrait pas poser plutôt la question au pluriel, comment faire de bonnes écoles. Alors bien entendu, il y a un nombre considérable d'écrits sur le sujet, un nombre considérable de réponses au travers de ce que j'appelle les pédagogies différentes, plus ou moins novatrices, qui se présentent toutes sous le nom de pédagogie nouvelle, même si elles datent du XXe siècle. Donc évidemment, je pense que vous êtes ici sans illusion, on ne va pas vous donner la réponse immédiatement efficace. Il est évidemment impossible de faire brièvement le tour du problème parce que chaque point demanderait évidemment aussi un ample développement. Alors que sait-on en guise d'introduction? À quoi la réussite scolaire est-elle corrélée? Vu tous les écrits qui existent sur le sujet, bien, elle est liée à l'organisation du système éducatif, à sa souplesse, aide individuelle, redoublement, etc. Elle est liée à l'établissement, ce qu'on appelle l'effet établissement. Il y a des écoles, des établissements où il y a davantage de réussite que d'autres. On sait, d'après par exemple les travaux d'Olivier Cousin, que la réussite scolaire est liée aussi à la cohésion de l'équipe éducative, au rôle du directeur, qui semble fondamental, ce qui confirme un certain nombre d'études américaines. Les travaux d'Olivier Cousin comparent par exemple des collèges à composition sociale équivalente et montrent que ces collèges ont des résultats différents qui ne peuvent être expliqués justement que par l'effet établissement et donc par l'effet de l'action de l'équipe éducative et du directeur. Elle est liée aussi à la compétence, bien entendu, des enseignants, ce qu'on appelle l'effet maître. Elle est liée au fonctionnement du groupe de pairs. Ça, je pense que la plupart des enseignants le savent, mais aussi la plupart des parents. Ce groupe de pairs, les études montrent, et notamment les miennes, que son influence augmente avec l'âge des enfants. Il est beaucoup plus prégnant, ce groupe est beaucoup plus prégnant dans le secondaire que dans le primaire. C'est lié au sexe de l'enfant et c'est lié également à la fatigue de l'enfant. Un certain nombre de travaux indiquent que les rythmes imposés au quotidien à l'enfant et les conditions de vie vont avoir un impact sur sa scolarité. Alors on saisit déjà avec cette dernière variable qu'il peut y avoir ici un facteur social, puisque bien entendu les conditions de vie, le fait d'avoir une chambre personnelle ou de ne pas en avoir, de vivre dans un milieu bruyant ou non, ça va avoir une influence forcément sur la scolarité. Les autres variables que je note sont des variables qui nous intéressent plutôt dans le cadre de cette conférence, puisqu'elles sont liées à la famille. Bien entendu, nous savons par un certain nombre de travaux que la structure familiale va avoir un impact sur la scolarité de l'enfant, donc sur ses performances scolaires. Beaucoup de travaux, notamment d'origine américaine, mais c'est confirmé par tous les travaux francophones, montrent que la monoparentalité ou la biparentalité sont un facteur non négligeable, de même que la recomposition familiale. On a noté depuis de très nombreuses années que les enfants issus de familles monoparentales, généralement matricentrées bien entendu, ont plus souvent des difficultés que les autres. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont obligatoirement en difficulté. Mes propres travaux ont montré que la probabilité qu'ils soient en difficulté est à peu près de 2 fois supérieure à la probabilité théorique pour un enfant d'être en difficulté. Bien qu'une majorité d'enfants issus de familles monoparentales ne soient pas en difficulté. J'insiste bien là-dessus. Mes travaux montrent 20% d'enfants standards en difficulté. C'est un travail qui a été mené auprès de 1400 enfants.
20% d'enfants en difficulté, issus de familles monoparentales, 40%. Donc le double, mais ce qui implique quand même que 60% des enfants issus de familles monoparentales ne sont pas en difficulté, c'est-à-dire la majorité. Il faut se méfier des chiffres, hein. Je reviendrai sur ce problème des probabilités. Alors lié aussi à la structure familiale, donc c'est ce que je viens de dire, lié aux pratiques éducatives familiales, j'essaierai de développer ce point, lié au registre de langage de l'enfant. Je pense que ça sera peut-être un des thèmes importants de cet après-midi, car ce registre de langage est plus ou moins handicapant et plus ou moins favorisant, et induit d'ailleurs, je dirais, une sorte d'accord ou d'harmonie entre l'enseignant et l'enfant, dès lors que l'enseignant et l'enfant usent du même code et des mêmes modalités de langage, la communication va s'établir plus facilement et probablement que l'enseignement donné à cet enfant sera plus productif. Évidemment, à l'implication des parents dans la scolarité de l'enfant et bien entendu, à des variables individuelles. Là, évidemment, c'est une catégorie fourre-tout, parce qu'on s'aperçoit que, quelle que soit la précision des statistiques, on aura toujours des exceptions, et des enfants qui vont échouer alors qu'ils ont tout pour réussir, et des enfants qui échoueront, qui vont réussir alors qu'ils ont tout pour échouer, ce que certains ont appelé la résilience. Donc voilà un certain nombre de facteurs, c'est une liste non exhaustive. Vous voyez que les derniers points de la liste portent plus précisément sur la famille et nous incitent à nous poser la question de savoir sur quoi peut-on agir. On ne pourra jamais donner que des explications globales et toute solution, bien sûr, ne sera que partielle. Et c'est une question qui est valable pour toutes les sciences humaines, qui ne peuvent apporter que des réponses globales. C'est peut-être là où se situe la frontière entre l'approche sociologique et l'approche psychologique. Ma position est une position de sociologue, c'est un peu aussi la même position que celle de François Dubay, c'est-à-dire que on va trouver des réponses qui satisferont le plus grand nombre, mais jamais la totalité. Et on pourra expliquer des cas généraux, mais on aura toujours une foule d'exceptions qui viendront contredire les conclusions générales qu'on a pu tracer. Ce qui explique pourquoi, depuis quelques années, on a mis en valeur sur le plan pédagogique ce qu'on appelait la pédagogie différenciée. On parle aujourd'hui de projets pédagogiques personnalisés, de contrats de réussite éducative. Je ne sais pas ce qu'il en est exactement en Belgique, mais il me semble qu'on est en harmonie sur ce point, c'est-à-dire qu'on va pousser de plus en plus vers l'individualisation, mais bien entendu, ce ne sont que des réponses personnelles qui seront apportées, ça ne résout pas le problème de l'éducation en général. Alors, ces variables que j'ai citées, donc celle-ci et la liste précédente, elles sont évidemment intercorrélées. Je vous l'ai indiqué par exemple en signalant le cas de la fatigue de l'enfant, qui est évidemment lié à ses conditions de vie et aux conditions sociales de la famille. La difficulté, c'est que si vous avez vu, il y a une variable que j'ai dit sexe de l'enfant, tout bêtement, parce que chacun sait, toutes les études de tous les pays le confirment, les filles réussissent mieux à l'école que les garçons. On n'a pratiquement aucune exception sur cette loi générale. Ces variables sont intercorrélées, donc elles n'ont pas le même poids pour les garçons et pour les filles. Notamment, j'ai pu constater, à partir des travaux que j'ai menés, que la monoparentalité pesait beaucoup moins sur la fille que sur le garçon, avait un impact scolaire, si vous voulez, pour parler en termes plus exacts, moindre chez la fille que chez le garçon. Elles n'ont pas le même poids pour les enfants qui sont issus d'un milieu aisé ou d'un milieu pauvre, le même poids non plus pour les bons élèves, les élèves moyens ou les élèves en échec. Elles n'ont pas le même poids dans un cadre non plus d'homogénéité sociale à l'intérieur d'une classe ou d'hétérogénéité sociale.
Certaines études montrent que ce qui est bon pour les bons élèves dans une classe n'est pas bon pour les mauvais élèves. Ça a été démontré pour le cas du français, par exemple, il y a quelques années par Viviane Isambert-Jamati. Ça a été démontré aussi pour les mathématiques par des gens vers 2000 à peu près, par des gens comme Bernard Sarrazy. Ce qui complique singulièrement la tâche, c'est-à-dire que la même pédagogie peut avoir dans le cadre de la même classe des impacts complètement différents suivant le profil des élèves, suivant même le cas, le fait qu'il s'agit d'un garçon ou d'une fille, parce que les filles sont beaucoup plus à l'aise, d'autres études le montrent, en situation d'anonymat, et les garçons sont plus à l'aise en situation de visibilité sociale. Voir les travaux de Monteil sur ce sujet. Le problème est également qu'il y a des études assez anciennes qui avaient montré que l'introduction de méthodes nouvelles dans le cadre des écoles profitait davantage à ceux qui en avaient le moins besoin. Ça profitait à tout le monde, mais ça profitait plus encore à ceux qui n'en avaient pas besoin. Si bien que ça avait un impact je dirais, d'une certaine manière négatif du point de vue de la justice sociale, c'est que ça avait pour conséquence d'accroître encore les écarts, l'inégalité entre les élèves. Et puis d'autres études montrent que des méthodes pédagogiques identiques, c'est ce que référence antérieure à Isambert-Jamati et à Sarrazy, ont des effets inverses sur des élèves différents et aussi sur des élèves issus de milieux différents. D'où la grosse difficulté de mettre en place des solutions efficaces. Cette diversité de la population scolaire rend impossible la mise en évidence d'une solution universelle. Alors tout dépend évidemment de la compétence des acteurs, c'est-à-dire des enseignants à agir sur ces variables. Et puis tout dépend aussi, il y a une autre variable, mais je ne vais pas insister là-dessus parce que ce n'est pas tout à fait le cas de mon exposé, qui est la croyance que les acteurs ont en l'efficacité des méthodes utilisées. Si j'ai foi en la méthode que j'utilise, et si j'ai une certaine aura auprès de mes élèves, il y a de fortes chances pour que cette méthode fonctionne. Mais adaptée par un autre enseignant qui croit moins, cette méthode risque d'aboutir à des échecs. Bon, vous voyez, toutes ces notions séparément mériteraient à elles seules un développement considérable. Évidemment, je ne peux pas me permettre un tel développement. Alors donc, je vais partir d'une idée générale. Quelle transformation éducative au cours des dernières années? L'éducation a considérablement changé. On n'attend pas des enfants aujourd'hui ce qu'on attendait d'eux il y a 40 ans. Les positions des parents sont plus exactement les mêmes, c'est le moins qu'on puisse dire. D'où se pose la question de l'influence de l'éducation parentale sur l'adaptation scolaire et sociale de l'enfant. Alors, la première chose qu'on peut noter, c'est que cette évolution des mentalités, cette évolution des structures familiales, c'est une évolution rapide et constante. Mais les institutions, et notamment l'institution éducative, c'est quelque chose qui est relativement inerte. Donc il y a déjà une contradiction importante entre l'inertie des institutions, ce qui est très sensible, me semble-t-il, plutôt dans l'enseignement secondaire, en tout cas pour la France, et contradiction avec la mobilité de la société. Donc je rappelle les changements dans la structure de la famille, qui évidemment sont extrêmement marqués depuis les dernières décennies. Bon, par exemple, changement... les concubins représentent en 2000 20% des couples, plus élevés pour la tranche d'âge des 20-40 ans. Donc on a des familles qui... On n'a plus la famille, je dirais, des années 60 où père, mère mariés ont un enfant. Alors évidemment, ça existe. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ces familles traditionnelles sont encore aujourd'hui majoritaires.
hein, j'insiste bien sur le fait. Mais on voit des éléments de transformation, notamment celui-ci. Et par exemple, 40% des premières naissances aujourd'hui ont lieu hors mariage, ce qui était impossible dans les années 60, hein, où on était de l'ordre de 1%. Et bien entendu, ce qui était vrai à cette époque ne peut plus être dit aujourd'hui. J'ai trouvé une citation de Durkheim à propos de l'union libre. Des propos que plus personne aujourd'hui ne peut tenir et qui montrent bien la transformation des mentalités. Et Durkheim écrivait: l'union libre est une société conjugale où les obligations n'existent pas. C'est donc une société immorale. Et voilà pourquoi les enfants élevés dans de tels milieux présentent de si grandes quantités de tares morales. Bon, vous voyez bien la transformation importante des mentalités. C'est très sensible au travers de ce texte, extrait pourtant du père de la sociologie. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'augmentation du nombre de divorces, ce qui implique évidemment davantage de cas de monoparentalité, laquelle monoparentalité d'ailleurs a changé de nature. Elle existait avant, mais c'était une monoparentalité issue principalement des veuvages. Aujourd'hui, elle est surtout issue des séparations, donc recomposition évidemment, recomposition familiale plus fréquente. Alors, maternité plus tardive, 29 ans, hein, c'est l'âge moyen, ça a augmenté de 4 ou 5 ans depuis les années 60. Et si c'est plus tardif, eh ben, ça veut dire également que le nombre d'enfants va diminuer. Et ça, on suit régulièrement une chute de ce nombre d'enfants par famille. Et si le nombre d'enfants par famille diminue, l'enfant est de plus en plus, c'est pas par hasard, investi d'une haute importance par les familles. Il y en a moins donc qu'on s'investit davantage sur ces enfants en petit nombre. Je vous donne les chiffres, hein. Je me suis amusé à partir de statistiques officielles à calculer parce qu'on n'a pas le chiffre exact. Actuellement, si vous prenez un enfant entre 0 et 18 ans au hasard, vous avez un quart de ces enfants qui sont des enfants uniques. Alors évidemment, quand ils sont tout petits, c'est peut-être des futurs aînés. Et vous avez 42% de ces enfants qui sont des enfants de famille de 2 enfants. Et on doit avoir 22%, si je me souviens bien, ou 22,7%, il me semble, d'enfants de famille de 3. Ce qui veut dire que les familles de 4, 5, 6 sont des familles extrêmement minoritaires. Ça représente, si j'ai bien compris, j'ai bien compté, à peu près 7% de la population. On a donc vraiment ici une transformation de la famille traditionnelle. Alors, bien entendu, ça implique que les enfants sont plus souvent désirés. C'est pas par hasard si le nombre d'enfants a considérablement diminué et si dans le même temps, dans le même temps c'est une façon de parler, on va parler d'une convention internationale des droits de l'enfant. On va mettre l'enfant en valeur. Et puis bien entendu, ça va de soi, la libération des mères va changer considérablement les choses. Il est très remarquable qu'aujourd'hui, on ne trouve plus de livres qui parle de la pathologie de l'enfant du divorce ou de la pathologie de l'enfant unique. Alors que jusque dans les années 70, on avait des traités extrêmement sérieux, notamment de psychologues et de psychiatres, qui parlaient d'une pathologie de l'enfant du divorce et celle de l'enfant unique. Alors, l'enfant unique, un quart de la population. L'enfant divorcé, alors je n'ai pas les chiffres en tête, c'est quand même une proportion énorme. On ne peut pas pathologiser pratiquement la moitié de la population enfantine d'un pays. Donc évidemment, le regard a bien entendu considérablement été modifié. Alors, la transformation maintenant des relations entre la famille et l'institution scolaire. Qu'est-ce qu'on constate? Bon, on constate, on vous en a fait... on vous l'a dit il y a quelques instants, qu'il y a des choses qui ne vont pas entre la famille et l'école. Que quand on regarde ce qui se passe, on nous parle d'accusations, il y a des dénonciations, il y a des culpabilisations des parents ou de l'école,
Mais je remarque une chose, jamais culpabilisation simultanée des deux. Soit on va accuser les parents, soit on va accuser l'école. Il faut bien que les livres se vendent. Il faut bien trouver des acheteurs. Donc ça ne peut pas être les deux. Alors, sur quoi reposent ces accusations? Elles reposent sur, bon, bien entendu, vous le savez, je vous apprends rien, la contradiction entre l'approche subjective du parent, c'est mon enfant, je suis évidemment attaché fortement à lui, et puis l'approche objective de l'enseignant. Je ne peux pas avoir le même regard sur un enfant auquel je tiens parce que c'est le mien, et un enfant, bon, qu'éventuellement je peux bien aimer, mais qui est perdu au milieu de 20 ou 25 ou 30 ans, autres enfants. Donc l'idée, c'est que le regard de l'enseignant serait plus objectif et plus scientifique, entre guillemets, que le regard des parents. Alors, ce qui m'avait frappé lorsque j'étais amené à travailler sur le sujet, puisque on vous a cité deux ouvrages que j'avais écrits simultanément d'ailleurs sur le sujet, l'un qui s'appelait C'est la photo parent, c'est l'éditeur, les éditions La Découverte qui avait baptisé ce livre de ce titre, c'était évidemment un titre un peu polémique. Et puis un autre destiné davantage aux enseignants qui s'appelait, publié à l'Institut national de recherche pédagogique, qui s'appelait L'école contre les parents. J'avais mené un certain nombre d'enquêtes à l'époque qui m'avaient amené à vraiment distinguer trois types d'écoles. Des écoles qui se situaient dans des zones privilégiées, des écoles qui se situaient dans des lieux, je dirais, très défavorisés même. J'hésitais pour le mot très, mais il me semble justifié. Puis ce que j'appelais des écoles moyennes, qui à l'époque me paraissait être la majorité des écoles. Je peux vous dire que depuis, donc ces ouvrages ont été publiés en 99, 99, et bon, je peux vous dire que maintenant, les choses changent considérablement, que la spécificité des écoles tout venant, ce que j'appelais les écoles tout venant, les écoles moyennes, tend à disparaître au profit des écoles élitistes, et que au lieu de trois attitudes différentes entre parents et enseignants, au lieu de trois, je dirais, situations de figure ou types de figures différents, on n'en trouve plus que deux. On trouve la situation des écoles qui se situent en milieu favorisé où il y a une demande des parents qui est une demande élitiste extrêmement forte. Et je vois aujourd'hui de façon très nette les écoles tout venant prendre la même tendance, où l'enseignant est pris, ou le directeur, qui est souvent celui qui se trouve aux premières loges, est pris comme interlocuteur privilégié et accusé principal. Et puis les autres écoles en milieu défavorisé, où c'est la totale ignorance entre le milieu enseignant et le milieu parental. Ou plutôt, ce n'est pas les enseignants qui ignorent les parents, c'est les parents qui, ici, ignorent l'enseignant, les parents qui ignorent l'enseignant. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Je ne crois pas qu'on puisse compter pour rien l'élévation du niveau culturel de la population. Avec l'école obligatoire, avec l'augmentation de la population scolaire, on a des parents qui sont de plus en plus instruits, de plus en plus au courant du fonctionnement de l'école. Ce qui explique qu'il y a des stratégies parentales de scolarisation dont vous nous parliez tout à l'heure, et qui témoignent d'une inégalité entre parents de disponibilité et de compétences pédagogiques, qui explique également que, alors le cas de la Belgique est un peu différent du cas de la France, puisqu'il y a une relative liberté de la carte scolaire, alors qu'en France, il y a une carte scolaire qui est assez contraignante, mais qu'on peut contourner, et qui peut la contourner d'ailleurs essentiellement les parents qui sont au courant de la façon dont fonctionne le système. Et ce qui fait qu'aujourd'hui également, et c'est intéressant de se trouver devant des gens de l'enseignement privé,
Parce que dans le cas de la France, on s'est aperçu que le choix du privé est aujourd'hui un choix de type social et pas du tout un choix de type religieux. C'est essentiellement pour des raisons de fréquentation ou de prétendue fréquentation que le privé est choisi par des parents qui ont une position élitiste et qui se trouvent, par la force des choses, habiter des zones où la carte scolaire obligerait leur enfant à fréquenter des établissements de mauvaise réputation. On a ici un cas de figure extrêmement intéressant. Parallèlement à ça, bien entendu, malaise des enseignants qui soit n'arrivent pas à rencontrer les parents qu'ils aimeraient pouvoir rencontrer ou établir un dialogue avec ces parents, souvent, je le répète, de milieux défavorisés, soit ils se perçoivent comme de simples prestataires de services, ce qui est évidemment une situation qui est loin d'être dévalorisante. Alors, je vous ai dit, j'ai écrit accusation, dénonciation, culpabilisation des parents ou de l'école. La culpabilisation des parents, ça vient d'un certain nombre d'auteurs. Par exemple, l'école serait responsable de la baisse de niveau. Ce sont des choses qu'on entend. L'école n'est plus ce qu'elle était. Alors c'est vrai que les méthodes que les parents ont pu connaître, les méthodes pédagogiques sont plus les mêmes. Donc on affirme quelquefois que l'école serait responsable de la baisse de niveau. C'est une affirmation qui a été contredite, chiffres à l'appui, par Baudelot et Stablet en 1989. Je vous donne à titre d'illustration de cette position la déclaration d'Aldo Naori, que vous avez sous les yeux, qui n'hésite pas à écrire, donc psychiatre qui aujourd'hui est à la mode, qui est très médiatique. Si vous élevez vos enfants en démocrates, vous avez de fortes chances d'en faire plus tard des fascistes, alors que si vous les élevez de manière plus ou moins fasciste, vous en ferez à coup sûr des démocrates. Ce qu'il y a derrière, c'est que parents, vous devez montrer votre autorité à vos enfants, et si vous êtes en faute, si vos enfants ont des conduites indésirables, c'est parce que vous n'avez pas pu prendre en main et su prendre en main votre responsabilité éducative. Alors ça, c'est un courant de pensée aujourd'hui récurrent, parce qu'on peut penser que dans quelques années, on aura le même type de déclaration, qui va à l'encontre des parents, qui dénoncent le laxisme des parents aujourd'hui. Et puis, de l'autre côté, vous avez les gens qui vont remettre en place le rôle de l'école, et qui vont affirmer qu'aujourd'hui les enseignants sont tous des incapables, que les enseignants aujourd'hui ont une formation qui ne correspond pas du tout à la demande de la société. Voir cet ouvrage, c'est un peu ancien, mais vous pouvez être sûr que d'ici quelques années, d'autres types d'ouvrages développant la même polémique seront publiés. Le livre de Machineau qui affirmait que les élèves de terminale, c'était des éclopés mentaux, qui ne savaient plus parler. Et puis un autre livre, je les cite simplement parce que ils ont fait la gloire, ils ont été très médiatisé, le livre de Despins et Bartoli, qui s'appelait Le poisson rouge dans le Perrier, qui était une dénonciation extrêmement vigoureuse, j'ajouterais, et malhonnête, de l'école maternelle. Bon, on voit ici une position quand même, soit les parents, soit l'école, que la tendance est quand même assez nette. Lorsque je suis en difficulté avec mes enfants, d'accuser l'école de ne pas avoir fait son travail, ça a été rappelé tout à l'heure, les parents, plutôt ceux de milieux défavorisés, plutôt, mais pas exclusivement, vont conférer à l'école une mission éducative et demander à l'école qu'elle assume cette mission. Mais évidemment, du côté enseignant, il ne faut pas non plus s'aveugler. Il faut quand même bien reconnaître qu'il est beaucoup plus facile, quand on est en difficulté avec un enfant, d'attribuer à la famille les difficultés qu'on éprouve, plutôt que de se remettre en cause
et d'interroger la pédagogie qu'on adopte vis-à-vis de cet enfant. Hein, pensez ici au postulat pédagogique de Mérieux qui affirme que lorsque je suis en difficulté avec un enfant, je dois toujours me dire, alors évidemment c'est totalement utopique, hein, que je suis en difficulté parce que je n'ai pas tout essayé avec cet enfant et je n'ai pas trouvé encore la bonne pédagogie. On se trouve aujourd'hui quand même, côté parents, devant un problème plus général qu'une de mes collègues, Catherine Selnay, affirme. Il s'agit aujourd'hui de l'hégémonie de ce qu'elle appelle le parentalisme. C'est-à-dire que de plus en plus se développe l'idée, notamment à travers des lois et des institutions et des déclarations officielles, l'idée que le parent se doit d'être participatif, mobilisé, créatif, au risque d'être suspecté d'indifférence. Et voilà ce qu'elle écrit de façon plus précise. Moraliser et culpabiliser les parents, tels sont les axes du nouveau discours sur la parentalité. Et ça a un impact. Ça a un impact parce que, du point de vue des familles populaires, et notamment les études de Catherine Selnay le montrent, ces familles ont le sentiment d'être l'objet d'une surveillance attentive et dangereuse, principalement par l'école. Ce qui n'est pas, évidemment, ce qui n'est pas vrai, ou en principe, qui n'est pas vrai, mais dans le même temps, les familles les mieux informées sont de plus en plus inquiètes de la qualité de l'éducation qu'elles donnent à leurs enfants, d'où la multiplication, et je pense que ce n'est pas un hasard, des revues qui portent sur l'éducation, ou des articles à l'intérieur des revues, surtout des revues féminines, qui portent sur les questions d'éducation, la multiplication, et également des émissions de télévision qui portent sur l'éducation et le succès de ces émissions. Ces parents vont s'interroger sur une autre question parallèle à la question que nous nous posons, comment être de bons parents et comment faire de bons parents, parallèle à la question comment faire une bonne école. Et la question autour de laquelle tout gravite, me semble-t-il, c'est la question de l'autorité. Autorité de l'école, autorité de la famille. Les citations que je vous ai faites tout à l'heure, que j'ai rapportées, portent justement sur l'autorité. Les uns disent l'école n'exerce plus l'autorité qu'elle devrait exercer, et d'autres disent les parents n'exerce plus l'autorité qu'il devrait exercer. Alors, on est dans une période de profond bouleversement au sujet de cette autorité. Bien entendu, la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, que j'ai citée tout à l'heure, est significative d'une transformation de la société. L'enfant a changé de statut, l'enfant est devenu sujet. Il y a eu une émission de télévision qui a fait grand bruit au milieu des années 80 qui s'appelait « Le bébé est une personne ». Et la transformation des représentations est considérable. La parole de l'enfant est aujourd'hui prise en compte, peut-être même un peu trop prise en compte, parce qu'à la suite de ça, il y a pu y avoir un certain nombre d'excès. Mais jusque dans les années 60-70, l'enfant a toujours tort. L'enfant ne parle pas à table. La parole de l'enfant est une parole qu'on n'entend pas. Ou c'est une parole tronquée, même si le proverbe dit la vérité sort de la bouche des enfants. Mais ça n'a peut-être aucun rapport. Le point commun à toutes ces critiques, c'est bien entendu que l'autorité ne serait plus ce qu'elle était, ou au moins elle n'est plus conforme au souvenir qu'on en a. On entrerait dans le règne de l'enfant roi, pour reprendre des expressions un peu liées à ce que je disais tout à l'heure. Quelqu'un humoristiquement un jour me faisait remarquer qu'aujourd'hui on ne pose plus la question traditionnelle est-ce que tu as été gentil avec ta maîtresse? On va poser une autre question, est-ce que la maîtresse a été gentille avec toi? Il paraît que ça serait peut-être assez... Bon, c'est caricatural, mais c'est peut-être significatif d'un retournement. Et je crois qu'il y a ici un changement de perspective
sur l'enfant qui est assez nette quand on consulte, je dirais, la littérature pratique qui porte sur le sujet. Il me semble que, voilà, c'est caricatural ce que je vous dis, mais je suis intimement convaincu que les choses se sont déroulées comme ça. Jusqu'en 1960, l'enfant idéal, c'est un enfant obéissant. À la fin des années 60, pensez au grand mouvement de la fin des années 60, au mouvement étudiant, ces remises en cause des mœurs traditionnelles. On va mettre en avant l'idée d'épanouissement, avec la montée en flèche de gens comme de pédagogues, comme Rogers, ou comme Illich, ou de psychologues comme Françoise Dolto. Vous voyez qu'il y a ici un changement assez net de perspective. Et puis, dans les années 80, on va voir apparaître une autre notion qui est la notion d'autonomie. L'enfant doit être autonome. Alors, hypothèse simplement. Aujourd'hui, ça serait l'enfant performant. On demande, alors j'ai mis 90, j'aurais pu mettre... Ce qui ne veut pas dire que ces catégories sont exclusives les unes des autres. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une dominante. Et on peut évidemment, il n'est pas contradictoire de vouloir un enfant performant et autonome. D'autant plus qu'on considère souvent aujourd'hui que l'autonomie est une condition nécessaire à l'existence de la performance. Alors, qu'est-ce qui a changé dans la famille au niveau de l'autorité ? Alors, ce qui a changé, c'est que dans la famille moderne, on négocie. La place du père et le rôle du père est beaucoup moins clair aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 50 ans. Je vais même jusqu'à dire que le rôle de l'époux, mais alors là, ça nous sort complètement de notre sujet, n'est plus tout à fait le même. Et qu'il y a ici une interrogation sur le père époux qui n'est pas indépendante du problème de l'autorité. Mais ce qui a essentiellement changé, c'est ceci. Pour qu'une autorité soit acceptée, il faut qu'elle soit perçue comme légitime. Or, ça, c'est quelque chose de relativement nouveau. L'autorité classique, elle était donnée une fois pour toutes. C'est comme ça parce que c'est comme ça. Or, on voit surgir chez nos préadolescents aujourd'hui ou nos adolescents la question de la justification. Et pourquoi que je n'ai pas le droit de sortir ? Explique-toi. Dis-moi pourquoi. Quelles sont tes raisons ? Alors, on peut évidemment recourir à l'argument classique « tais-toi et monte dans ta chambre », mais on peut également, mais alors là, on met le doigt dans l'engrenage, essayer de donner des raisons qui sont contestées au nom d'autres raisons, et ainsi de suite. Certains d'entre vous vivent peut-être aujourd'hui ce type de situation. Et ce qui se produit dans la famille, c'est aussi ce qui se produit à l'école. Se pose aussi la question de l'autorité à l'école. Les mêmes exigences de légitimité que l'enfant a au sein de la famille vont se retrouver au sein de l'école. Et bien entendu, les gens qui sont ici peut-être les plus âgés ont pris conscience des très lentes transformations qui se sont produites. Ça ne veut pas dire que le respect n'existe plus, mais il a changé de nature. J'ai rencontré, je vous donne une anecdote ici, j'ai rencontré il y a quelques années un ami qui était instituteur. J'ai eu au tout début de ma vie, à la fin de mon adolescence, une formation aussi d'enseignant et d'instituteur, et à l'époque, nous avons fréquenté ensemble l'école normale. Et donc je l'ai rencontré, on était pratiquement en fin de carrière tous les deux, et il me disait oui, les choses ont beaucoup changé. Alors lui, ce qui était intéressant, c'est qu'il n'a jamais quitté son école. Dès qu'il est sorti de l'école normale, il est entré dans une école et il a terminé sa carrière dans la même école. Et il me disait, ce qui a changé, c'est très simple. Moi, au début, quand j'enseignais, si je disais je ne veux pas entendre voler une mouche, j'avais un silence complet. Si maintenant je dis ça, il y aura forcément quelqu'un dans la classe qui fera zzzz. Peut-être que c'est une illustration de
de cette transformation. Alors bien entendu, c'est une situation qui est quand même inconfortable, parce que de même que celui sur qui s'exerce l'autorité demande à cette autorité de se justifier et de se légitimer, celui qui exerce l'autorité doit se poser aussi les mêmes questions. Et d'où la multiplication du questionnement des parents. Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Et voilà pourquoi, comme je disais tout à l'heure, ils vont essayer de se documenter, quelquefois même de façon obsessionnelle, pour trouver une légitimité à leurs actions. Mais c'est aussi les questions, bien entendu, que vont se poser les enseignants. Cette question, ai-je bien raison d'exiger ce que j'exige? Alors, comment articuler tout ça? Comment articuler ces interrogations sur l'autorité, sur le respect? Comment il y a des demandes d'information et de formation venant des parents, multiplicité des réponses médiatiques, mais demandes qui sont faites aussi aux enseignants. Qu'est-ce que je dois faire? Et demandes des enseignants qui se font aux parents. Or, le problème, vous le savez bien, c'est que les parents qui vont se poser les questions et poser aux enseignants ces questions sont déjà les parents qui ont les réponses. Sont précisément, et c'est un problème que je suppose vous rencontrez, ce sont précisément les parents qui ont le moins besoin d'aide qui demandent cette aide. Je citais tout à l'heure, je disais à quelqu'un que, à la suite de la publication de mes 2 ouvrages, j'avais été invité assez fréquemment par des groupes de parents d'élèves qui me demandaient d'en discuter. Et à chaque fois, je me trouvais invité dans les banlieues les plus favorisées de la région parisienne. C'est-à-dire que je rencontrais les parents d'élèves qui étaient les moins concernés. Les plus concernés, justement, ne posaient pas de questions, parce que ces gens-là, on le sait très bien, et des gens comme Bernard Lahire l'ont montré, ces gens-là ont des attitudes de gêne vis-à-vis de l'école, soit parce qu'ils ont été peu scolarisés, ou pas scolarisés, comme on le voit dans les populations immigrées. Et donc les parents les plus concernés, les moins présents, sont convaincus de leur incompétence. Et pour eux, les enseignants passent pour plus compétents que les parents dans le domaine de l'éducation. Ils passent pour des gens qui ont une compétence certifiée par des diplômes, accrédités par sur le plan institutionnel. Et ce sont aussi des parents, alors là je renvoie des vieux travaux, les travaux de Bourdieu notamment, qui très généralement des gens qui ignorent leur rôle dans la scolarisation de l'enfant en se réfugiant vers des théories comme la théorie du don. Alors je voudrais ici vous parler des principes éducatifs, parce que je crois que c'est important de mentionner ces principes éducatifs dès lors qu'on s'interroge sur la façon dont l'autorité s'exerce dans la famille et la façon dont l'autorité s'exerce à l'école. On pressent bien, c'est presque une constatation naïve, que lorsque ces 2 ordres d'autorité sont de même nature, ça devrait peut-être un peu mieux marcher que lorsque ces autorités sont contradictoires. Alors, ce que nous savons bien, et toutes les études, bien entendu, le confirment, et je ne vais rien vous apprendre, c'est qu'il y a un rôle très important de l'origine sociale. Et que, bien entendu, je vous disais tout à l'heure, les filles réussissent mieux que les garçons, évidemment, réussissent moins bien que les filles, ça va de soi, mais là aussi, quand on fait des enquêtes de type sociologique, on s'aperçoit que les enfants de milieu ouvrier réussissent moins bien que les enfants de cadre, et ainsi de suite. Donc il n'y a rien de nouveau. Alors, l'enquête PISA, qui est une enquête internationale, je me suis interrogé sur ce qui concernait la Belgique. Et je suppose que vous avez entendu parler de cette étude, en tout cas en ce qui concerne la Belgique. Non? Bon, qui montrait la supériorité des résultats en Flandre. Alors, rien d'étonnant.
Ça s'explique évidemment par la différence de niveau économique, ça s'explique également par le rôle de l'immigration. On a ici, je crois, on a une illustration assez nette de cette influence du milieu social. Il y a un autre facteur qui intervient, si j'en crois Marcel Cray, qui est un de vos compatriotes, il y a un autre facteur qui intervient, c'est la notion de redoublement. Marcel Cray, dans une étude assez précise qui date de 1996, avait montré que les établissements qui pratiquaient systématiquement le redoublement accumulaient dans le même temps l'échec scolaire. Et Marcel Cray avait fait une démonstration magistrale qui montrait que, contre l'avis même et la croyance des milieux enseignants, le redoublement était un facteur important d'échec scolaire. En comparant des élèves à niveau égal qui avaient redoublé et non redoublé, il montrait de façon extrêmement pertinente que les enfants qui n'avaient pas redoublé, même s'ils étaient en très grosse difficulté scolaire, allaient mieux s'en sortir que les enfants qui ont redoublé. Alors, il y a aussi, et Marcel Cray parlait des différences de politique de redoublement entre la Flandre et la Wallonie et montrait que la Flandre avait une politique de non-redoublement qui accentuait encore un petit peu les effets de distorsion entre les deux régions. Bon, je vous présente ici un tableau au rôle de l'immigration. Je vous présente ici un tableau, je ne sais pas s'il est très visible, que j'ai trouvé dans la revue Sciences Humaines, qui indique le poids des classes sociales et qui montre que plus les inégalités sociales sont marquées, plus il y a des politiques d'inégalité, plus l'échec scolaire est sensible. Et au contraire, vous avez tout en haut du tableau des pays scandinaves, vous avez la Finlande par exemple, qui indique que lorsque on a des politiques alors là c'est le niveau politique, des politiques d'égalité sociale ou de restriction des inégalités sociales, on a davantage de performance. Plus le système est égalitaire, bon, si vous voulez résumer le tableau sous cette forme, plus le système est égalitaire, plus les élèves sont performants. Plus le système est inégalitaire, moins les élèves sont performants. Alors l'Europe se situe à peu près ici, en tout cas l'Europe, nos pays, la France, la Belgique, se situe à peu près au milieu. Je crois que j'ai un autre tableau après que je vais vous présenter. Voilà. Classement européen de l'inégalité sociale scolaire, vous voyez que la Belgique est assez mal située dans ce tableau. Alors, ce qui est important, c'est que les principes éducatifs se sont progressivement transformés. Et les études que j'ai pu conduire ou que d'autres ont pu conduire ont montré qu'on ne fonctionne pas de la même manière en fonction des catégories sociales. On ne s'attache pas aux mêmes choses et on n'a pas les mêmes principes. Éric Plaisance déjà avait montré qu'au cours des 2 dernières décennies, les milieux populaires étaient devenus plus rigides et les milieux aisés beaucoup plus permissifs. Et ce qui caractérise la famille moyenne aujourd'hui, je dirais les classes moyennes, c'est ce qu'écrit Françoise Singly. La famille moderne est une institution où les membres ont une individualité plus grande que dans les familles antérieures. Individualité plus grande, c'est-à-dire que l'enfant ne se limite pas à son rôle d'enfant, les parents à leur rôle de parents. De temps en temps, ce sont des interlocuteurs qui se situent au même niveau d'égalité. L'homme et la femme, eux aussi, sont au même niveau d'égalité, ils se parlent de personne à personne. Et alors, il y a de nombreuses recherches, je vous cite cette pensée de Philippe Nérieux, qui indique certains comportements familiaux en matière de gestion du temps, du rapport à la télévision, d'habillement, de nourriture, ont de réels effets sur la réussite scolaire.
C'est-à-dire qu'implicitement, un grand nombre de parents savent, j'ajouterai intuitivement, même si j'ai dit implicitement, ce que demande l'école. Il y a des travaux anciens qui indiquaient déjà que, les travaux de Lautrey en particulier, qui indiquaient déjà que dans les familles classe moyenne ou familles aisées, on va restreindre l'usage de la télévision. Il n'est pas question, toi, mon enfant, que tu restes devant le poste de télé jusqu'à 1h du matin. On a des règles qui sont assez strictes. Tu as le droit de regarder la télé de telle heure à telle heure, après avoir fait tes devoirs, et ainsi de suite. On a des sortes de stratégies de scolarisation qui se développent à la maison et qui sont plus ou moins efficaces suivant les catégories sociales. Alors, je vous cite ici une enquête que j'ai menée, donc, à laquelle certains travaux ont confirmé les résultats de cette enquête. J'ai essayé d'y voir clair dans les pratiques éducatives des familles, et dans le même temps, je me suis aperçu que ce tableau, il collait très bien aussi avec la pédagogie. Voilà donc ce tableau qui imagine en fait 4 types d'éducation possibles autour de 2 axes. Un axe horizontal qui va de l'autonomie à l'homogénéité, à la contrainte hétérogénéité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'homogénéité? C'est la cohérence éducative, en gros. L'hétérogénéité, ça serait l'incohérence éducative. Et l'axe vertical va de la compétition à l'anonymat. Et, par exemple, je vais prendre les 2 exemples du bas. L'éducation populaire, qui est l'éducation développée dans les milieux les plus défavorisés, met en avant l'anonymat, ne te fais pas remarquer, sois sage, écoute bien ce que dit le maître, et dans une politique générale de contrainte, avec des règles extrêmement strictes. Mais paradoxalement, à côté de ces règles strictes, il existe des pratiques qui sont extrêmement laxistes. C'est pour ça que je parle d'hétérogénéité. Alors l'éducation libertaire, c'était l'éducation qui était vraiment à la mode à la fin des années 60. Mais l'éducation majoritaire dans tous les pays d'Europe aujourd'hui, c'est l'éducation de type libéral. C'est-à-dire c'est un modèle éducatif qui est commun et à l'école et aux parents de milieux moyens et aisés. C'est-à-dire qu'on va susciter l'autonomie de l'enfant, mais dans le même temps, on va se situer dans un esprit élitiste, qui ne s'avoue pas lui-même. 3 variables peuvent expliquer l'adaptation de l'enfant aux attentes du système scolaire. La première variable, c'est la dissonance culturelle qui existe entre la famille et l'école. Si l'enfant reçoit à la maison une éducation de type populaire qui est marquée par l'anonymat et la contrainte, il ne va pas s'y retrouver à l'école. Implicitement, l'école va stimuler d'autres valeurs. Ce que l'école met en valeur, c'est l'enfant qui est actif, c'est l'enfant qui est constructeur de son propre savoir. On sait on prétend aujourd'hui que l'idéologie dominante de l'école, c'est le constructivisme héritier de Piaget. Bon, vous sentez bien qu'il y a ici un désaccord, mais un désaccord fondamental sur les principes mêmes de fonctionnement. Et qui explique pourquoi un enfant de milieu culturellement favorisé a plus de chances d'être en situation de réussite scolaire. La deuxième variable concerne la compétence de l'enfant à traiter la dissonance éventuelle qu'il y a entre l'exigence de l'école et les exigences de la famille. Et la probabilité d'apparition de cette compétence est d'autant plus forte que la distance culturelle est réduite. C'est-à-dire qu'un enfant de milieu populaire va s'apercevoir qu'à l'école, on attend des choses extrêmement différentes. D'où la nécessité de faire un effort supplémentaire, ce que j'appelle aussi la résilience. C'est une exception particulière de la résilience. Alors, la troisième variable, elle était là. La troisième variable, c'est la valeur pédagogique de l'enseignant, d'autant plus influente que la dissonance culturelle entre la famille et l'école est grande. Alors je ne vous dis pas ça à titre gratuit, je vous dis ça simplement parce que tous les écrits de Gérard Chauveau le montrent, que la compétence de l'enseignant, c'est quelque chose vraiment de fondamental pour les enfants de milieux défavorisés. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important pour les autres enfants, mais ça veut dire que ça aura un impact moins grave lorsque l'enseignant est incompétent, parce qu'il y aura au sein de la famille certainement des possibilités de compensation.
Alors le contrepoids possible, évidemment, c'est des enseignants expérimentés et ce qui fait apparaître la nécessité d'une aide personnalisée à ceux qui en ont le plus besoin, ce qu'on peut appeler une discrimination positive. La difficulté des classes populaires est très bien exprimée par Jean-Pierre Pourtois et Huguette Desmet, qui sont tous les deux professeurs à l'université de Mons, qui définissent, alors ils définissent dans des travaux, je ne vais pas rentrer dans les détails, 5 types de familles possibles. Ils suivent depuis le milieu des années 70 une centaine de familles. Ils continuent à les suivre, donc ils suivent ça sur plusieurs générations. Ils ont isolé des familles familialistes qui sont essentiellement des familles populaires, des familles de milieu modeste. Et voilà ce qu'ils écrivent, et qui caractérise vraiment leur position au niveau des principes éducatifs. Quant aux structures qui régissent la famille, elles s'avèrent contradictoires. Elles sont rigides, fréquemment, c'est-à-dire que certains critères sont fixés une fois pour toutes, sans possibilité de négociation. Comme les rôles et les horaires, par exemple, soit laxistes, ce qui est assez contradictoire, c'est-à-dire caractérisé par le laisser-faire intégral, laissant l'enfant sans repère et sans limite. Alors, ça explique que les valeurs de l'école ne sont pas également claires pour tous les enfants, donc on met en valeur dans les classes populaires la passivité, l'obéissance et la non-valorisation. Alors, ça explique aussi pourquoi Pierre Perrier, qui est vraiment un spécialiste à l'université de Nantes des pratiques éducatives des milieux populaires, s'aperçoit dans ses enquêtes que les familles populaires reprochent à l'école son laxisme. La position de stimulation de l'autonomie telle qu'elle est développée aujourd'hui à l'école de façon généralisée est interprétée comme une position laxiste et contraire aux principes éducatifs de ces familles, même si, d'autre part, ces familles ont des pratiques contradictoires. Et puis, il y a aussi le rôle de l'inégalité langagière, souligné justement par Bernard Lahire. Les travaux de Laurence Lantin, bon, ça date, Laurence Lantin, ça date d'une bonne trentaine d'années, sinon plus, avait montré comment l'école maternelle pouvait répondre à ces inégalités de langage qu'on observait chez les enfants. Alors, j'ajoute également contradiction filles et garçons d'origine sociale, c'est-à-dire que l'impact de la structure de la classe n'a pas le même, semble-t-il, chez les garçons et chez les filles. La visibilité sociale étant exigée par les garçons, le nombre d'élèves va avoir une influence négative plus nette chez les garçons que chez les filles. Et parallèlement, donc, dans les milieux élitistes, on va avoir des stratégies élitistes de consommateurs d'école. Donc voilà 2 images qui illustrent très bien les nouvelles attitudes des parents. On va aller chercher un nouveau cartable à l'enfant et puis après on va lui choisir un bon collège. Et puis, bon, l'autre image sur le RMI, je ne sais pas si ça dit quelque chose ici, c'est revenu minimum d'insertion. C'était le salaire minimum qui était garanti par l'État aux personnes qui étaient en situation de précarité sociale. Donc voilà ce type de situation. Et on a, à côté de ces stratégies élitistes des parents de consommateurs d'école, des stratégies défaitistes des parents populaires, et notamment marquées par le fatalisme. Alors, j'aurais ici un détail que peut-être je pourrais développer, mais c'est peut-être un peu ennuyeux, j'en aurai pas le temps, à savoir que la posture et le rôle de la famille, regardez pas les chiffres exactement, vont pas avoir le même sens pour un garçon et pour une fille. Que les filles, en fait, mes études ont montré que les filles étaient plus dépendantes du système de fonctionnement de la famille et de sa structure que ne le sont les garçons. Je vous donne un exemple très rapide. Je me suis intéressé aux performances particulières des enfants uniques pour m'apercevoir qu'au travers des 1000 et quelques données que je possédais, 1473 exactement, les enfants uniques étaient les enfants les plus performants.
ce qui est en contradiction totale avec tout ce qui s'écrivait dans les années 60 sur l'échec scolaire des enfants uniques. Mais en y regardant de plus près, je me suis aperçu que ce n'était pas vrai. Ce n'est pas les enfants uniques, ce sont les filles uniques. Les garçons, eux, sont dans une bonne moyenne. Et ça illustre bien le fait qu'il y a une plus grande sensibilité, semble-t-il, des filles à la structure de la famille que les garçons. Alors, le problème de la réussite chez les enfants de familles défavorisées, il est très bien expliqué par Bernard Lahire. Comment se fait-il que dans des milieux défavorisés, les enfants s'en sortent? Et ils sont nombreux, hein. Je rappelle, tout ça, les échecs sont plus fréquents, mais statistiquement, il y a des contre-exemples, et il y a énormément de contre-exemples. Bernard Lahire avait essayé d'expliquer ce paradoxe, ou apparent, quelques familles parviennent à réduire chez leurs enfants la perception, cette dissonance éducative, en les faisant vivre, il écrivait comme des petits bourgeois ou des bourgeois au sein des milieux populaires. Et puis je voudrais quand même citer, j'en arrive presque à ma conclusion, le rôle des autres élèves. Parce que ces autres élèves, j'en ai pas dit grand-chose parce que je n'ai pas le temps d'en parler, mais c'est l'objet d'études approfondies que j'ai menées là-dessus. Ils y sont pour beaucoup sur la réputation des établissements. Qui sont-ils et d'où viennent-ils? Si les parents choisissent tel ou tel établissement, c'est en fonction de sa fréquentation. Or, on s'aperçoit que ces autres élèves ont un impact positif ou négatif sur les performances des enfants. Et les parents le savent bien, ils peuvent être stimulants ou perturbateurs. Et tout dépend évidemment du niveau d'influençabilité de l'enfant. Les garçons sont plus fragiles en règle générale que les filles. Les garçons apparaissent comme plus influençables ou légèrement plus influençables que les filles. Alors j'en arrive à la conclusion. La conclusion, c'est que subsistent encore de nombreux malentendus entre les parents et l'école, et que j'insiste bien sur le fait que la tendance actuelle pousse les classes moyennes vers des positions élitistes en contradiction avec l'objectif théoriquement égalitariste de l'école. Autre chose que je n'ai pas pu développer, mais que je pourrais quand même mentionner pour terminer, c'est qu'on assiste aujourd'hui, au niveau de l'école, à une dérive du système libéral. De plus en plus, des établissements ou les établissements, je ne sais pas si je dois utiliser le lait ou le des, se gèrent comme des entreprises. Et que, se gérant comme des entreprises, les écoles vont avoir tendance à se différencier les unes des autres. Comment faire une bonne école? Comment répondre à une question au singulier dès lors que c'est le pluriel qui semble aujourd'hui prévaloir? La différenciation implique qu'il y aura des bonnes et des mauvaises écoles. Alors la question est de savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas remplacer le système concurrentiel, donc à plusieurs niveaux, concurrence entre famille et école, mais concurrence entre écoles elles-mêmes par un système coopératif. Mais est-ce que, évidemment, ça ne serait pas non plus changer de société? Donc la conclusion, c'est la nécessité d'un dialogue permanent et d'une ouverture réelle de l'école. Remplacer la concurrence ou l'ignorance par un vrai partenariat, donc partenariat entre écoles, partenariat également entre tous les parents et les enseignants. Et notamment, je crois que c'est là l'extrême urgence, les parents des milieux les plus défavorisés, parce que c'est là que les problèmes sont vraiment les plus sensibles. Je m'arrête là et je vous remercie de votre attention.